Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, on parle de sport et de jeunes femmes exceptionnelles. Voici sans plus tarder le sommaire. Comment concilier sport et études quand on est athlète? Quels sont les dispositifs prévus en France pour les champions de demain? Irina Capron sort sa loupe dans un instant, des cours en présentiel ou en distanciel, mais surtout quelles études, comment réussir en compétition mais aussi en classe, quelle place pour les études quand toute sa vie est rythmée par la compétition, vous le verrez dans un instant. Une carrière de sportif, de sportive, ce sont des trophées, des émotions intenses, mais cela passe vite, parfois même trop vite. Comment préparer l'après? Concentration, détermination, performance, le sport de haut niveau est-il un véritable plus sur le marché du travail? On pose la question à mes invités dans un instant. Et je vous les présente, on est avec Chloé Cornu-Wong. Bonjour, franco-hongkongaise, merci beaucoup d'être avec nous et jeune espoir. Je ne sais plus si on peut dire espoir maintenant, parce que ça y est, vous êtes pro, vous êtes grande, effectivement. On parle de vous depuis tellement longtemps du ski et vous étudiez votre baccalauréat en ce moment via le CNED. On en parle dans un instant. Alexandra Rekia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes karatéka, la karatéka la plus titrée de France. 5 titres de championne du monde. Je voulais dire 2, mais j'en ai manqué un. C'est bien 3 titres de championne d'Europe. J'avais raboté un titre, j'en avais manqué un. Allez, c'est parti sans plus tarder pour la loupe. La loupe avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Pourquoi est-il important de concilier scolarité et sport? Eh bien, il est important de concilier les deux puisque le niveau sportif est très exigeant et les places sont très chères. En cas d'échec sportif, voire de blessure, il est important d'avoir des bases solides pour pouvoir se reconvertir. Et il y a également la retraite des jeunes sportifs qui est assez jeune, vers 30 ans. C'est pourquoi il est indispensable de continuer ses études, d'avoir un diplôme pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée par la suite. Être un sportif de haut niveau et avoir un diplôme, c'est donc possible? C'est possible. On parle aujourd'hui de double projet, une notion qui définit la recherche de l'excellence sportive et la réussite du sportif. L'objectif est d'éloigner toutes les situations où le sportif de haut niveau doit choisir entre la poursuite de sa carrière sportive et ses études. Il a donc plusieurs solutions pour mener à bien sa scolarité, comme par exemple la section sportive scolaire, anciennement appelée sport-études. Ça permet à l'élève d'atteindre un bon niveau dans le sport de prédilection et de concilier études et sport renforcé. C'est une classe pendant le collège et le lycée dans laquelle les élèves ont un emploi du temps aménagé avec 3 voire 8 heures de sport par semaine sans pour autant négliger le programme scolaire. Une centaine d'activités sportives sont proposées comme le football, le handball, le basketball, l'athlétisme, la natation. Et depuis 2020 a été créée la section d'excellence sportive, un nouveau dispositif qui permet de répondre aux besoins des jeunes qui veulent accéder à un haut niveau. Les athlètes à fort potentiel peuvent être sélectionnés à partir de 12 ans dans un pôle espoir ou pôle France et suivre leur scolarité en parallèle grâce à des aménagements de scolarité. Et quand on arrive à l'université, on peut justement concilier sport et études? Exactement, le statut d'étudiant sportif de haut niveau peut être accordé à l'université. Les étudiants ont une dérogation pour l'allongement des études, un aménagement de l'emploi du temps et ils peuvent être absents sans conséquence de cours pour participer à des compétitions. On parle de l'INSEP. L'INSEP, bien évidemment. Dans quelle mesure l'INSEP assure l'avenir professionnel des athlètes? Oui, créé en 1975, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est un grand établissement français situé dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. L'INSEP regroupe toutes les installations nécessaires aux sportifs de haut niveau, que ce soit dans le domaine sportif, scolaire, universitaire, professionnel ou médical. Tout a été conçu pour que les champions puissent entraîner et poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Alors, il y a différentes formations qui sont proposées, des formations scolaires de la 3e au bac, des formations supérieures sur site ou en partenariat avec des universités, ou encore des formations professionnelles au métier du sport, mais l'admission est très sélective. Seuls les athlètes présentés par leur fédération peuvent intégrer l'INSEP. Est-ce qu'il existe des organismes qui proposent des cours par correspondance? Bien sûr, puisque l'emploi du temps est très chargé avec le sport. Les jeunes ne souhaitent pas souvent aller à l'école. Ils peuvent donc suivre des formations à distance. Il existe plusieurs organismes afin de poursuivre le programme comme un élève classique, comme par exemple le Centre national d'enseignement à distance, le CNED, le Centre national privé de formation à distance, Éducatel ou encore le Centre européen de formation. On parlera du CNED justement dans un instant avec Chloé Cornu-Wong. L'expression orale. Alors Chloé, je disais, ça fait des années que tu fais parler de toi. Tu as attrapé le virus du ski comment?
Depuis toute jeune, j'ai commencé le ski à 3 ans. Et après, je suis rentrée dans un club et à Interclub de Nice et c'est devenu une grande passion. Alexandra, toi, il fallait te canaliser. C'était dès le plus jeune âge, toi aussi, le virus Oui. karaté. Oui, j'avais un fort caractère et voilà, on avait tendance à venir m'embêter. Et bon, pas très longtemps, mais... Et donc, c'est les parents qui ont poussé, on s'est dit, tiens, bon, la petite, là, on va la mettre au karaté. Ouais, ils aimaient bien les valeurs de cet art martial et puis aussi le fait qu'il y avait un sport de combat. Oui, mon papa avait pratiqué et voilà, avec un grand, en plus avec Dominique Valera, donc et coup double. On comprend quand qu'on veut en faire son métier? Alors en réalité, j'en ai jamais réellement fait mon métier, mais on comprend que ça devient important quand on entre en équipe de France, qu'on se rend compte qu'il y a une équipe de France qui existe, qu'il y a des championnats internationaux, que ça dépasse la France en fait. À ce moment-là, on se dit quand on est compétiteur, on se dit là, oui, moi aussi je veux. Je veux aller plus loin. Chloé, quand tu as compris toi que tu voulais en faire justement ton métier? Moi, c'est quand j'ai bien sûr commencé à représenter lors des courses internationales à Hong Kong. Et j'ai compris que je voulais en faire mon métier, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas réellement un métier vu que c'est une passion. Et j'ai la chance de travailler ce que j'aime de plus, qui est le ski. Et cette passion, elle se traduit comment en termes de rythme au niveau des entraînements? Au niveau des entraînements, je m'entraîne tout l'hiver. L'automne, on fait des stages de ski qui durent 1 à 2 semaines. Et on fait aussi des stages d'été qui s'appellent des stages techniques pour renforcer notre technique en ski, qui se passent pendant un stage de 1 semaine ou 2 par mois. Alexandra, Chloé, vous vous connaissez toutes les deux? Oui, on se connaît via les réseaux, oui. Ah, les réseaux, c'est magnifique. Et toi, tu aurais une question à lui poser, justement? Aujourd'hui, je suis étonnée qu'elle soit déjà chez les seniors aussi jeune et comment elle arrive à accumuler son bac et un parcours chez les seniors. Elle me vole mes questions. Comment on fait alors via le CNED? Comment tu fais, Chloé? Via le CNED, déjà, donc je fais l'école à la maison. Et je fais partie des seniors. Oui, on fait des courses FIS en ski. À vrai dire, ça fait bizarre de faire partie des seniors à un âge comme ça. Mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, ce que j'arrive à allier, c'est tout grâce au CNED. Le fait que j'ai un emploi du temps flexible au niveau de l'école m'aide beaucoup avec mon sport. Comment s'articulent justement les cours par correspondance avec le CNED? Quel est le contenu de ces cours? Alors, le contenu de ces cours, on a des livres qui sont des leçons. Et après, sur Internet, on a des activités qui nous permettent d'améliorer en faisant certains exercices ou certaines analyses de certaines matières. Vous avez des examens également à passer via le CNED pendant l'année scolaire? Alors, oui, j'ai des devoirs à envoyer. Donc, par exemple, en français, j'ai un commentaire de texte à faire, donc je le fais et je l'envoie. C'est un prof qui le corrige et qui me dit ce que j'ai fait de bon ou pas bon. Ou sinon, après, j'ai des QCM automatisés. Comment ça se passe en termes de mental? On parle beaucoup de mental, effectivement, quand on est sportif de haut niveau, mais vous dépensez, Alexandra et... alors, c'est moins le cas, vous allez me dire, Alexandra, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes quitté un petit peu les tatamis, on va dire. Et Chloé, mais comment vous gérez justement cette fatigue, parfois mentale, pour, en plus, assurer vos cours? Parce que nous, je parle moi de mon expérience, moi j'étais en classe, donc il y a une certaine émulation, on est en cours avec du monde, après on rentre à la maison, on fait ses devoirs, mais vous êtes quand même toute seule et après une longue journée d'entraînement, j'imagine que c'est pas forcément facile. Alors oui, c'est pas forcément facile, mais j'adore aussi étudier et j'ai tout le temps une philosophie que ma maman et moi, c'est qu'il y a le sport et les études. Parce que si j'essaye de faire du sport et aussi avoir de bonnes études, ce serait parfait. Parce que une après-carrière ou avec un nouveau projet, en ayant des études, ça m'aiderait beaucoup. Alexandra, c'était la même philosophie chez vous? Alors, moi, c'était un deal avec mes parents. Quand ça commençait à devenir sérieux, ils m'ont dit, écoute, si l'école, ça ne suit pas, en fait, tu seras privé de karaté. Donc, j'avais pas le choix. J'ai toujours fait le strict minimum. Une bonne carotte, qu'il fallait. C'est bien. Ça marchait très bien, du coup. Ça a très bien marché. Et après, si t'es pas championne du monde... Ça a souvent marché à la carotte. Non, mais après, c'est vrai que quand on fait du droit, on aime aussi bachoter. Si on n'aime pas bachoter, on va pas faire du droit. Donc voilà. Et puis, j'ai fait des choix, en fait.
Dans ma vie, j'ai choisi de privilégier les études et le sport. Et quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à 50%. Donc, voilà. Et le droit, ça s'est fait un petit peu par hasard ou c'était vraiment Alors, à la base, je voulais faire une licence pour intégrer la police. Et puis finalement, après ma licence, je me suis dit, je vais faire un Master 1. Après un Master 1, je vais faire un Master 2. Et dans le cadre du Master 2, j'ai découvert le milieu des cabinets d'avocats. Et là, je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Voilà. Et quand on a son diplôme d'avocat, quand on a sa robe, qu'on est avec tous ses pairs, si je puis dire, est-ce que c'est aussi fort qu'une médaille mondiale? Alors, c'est complètement différent, mais la saveur, elle est tout aussi importante parce que j'étais pas douée pour les études. Par contre, j'ai travaillé extrêmement, extrêmement dur. Pour le karaté, j'étais douée, j'ai travaillé dur, mais j'étais douée. Les études, c'était vraiment... j'avais aucun acquis. Donc, c'était une plus grosse fierté pour moi. C'était propre aux études ou propre au droit? Parce que c'est vrai que le droit, il n'y a pas de place à l'improvisation, j'ai l'impression. Le droit, de toute façon, c'est des heures et des heures de travail. Où tu connais ou tu connais pas, quoi. Ouais. C'est où tu connais ou tu connais pas, où tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé. Ouais. Donc, c'est noir ou blanc, de toute façon. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, le droit? Qu'est-ce que le droit vous a apporté, justement, dans votre pratique du karaté? Justement, beaucoup de rigueur, de la discipline et aussi de l'engagement. Parce que quand il faut passer des heures sur ces fiches, on le fait. Et quand il faut atteindre une certaine rigueur juridique, derrière, cette rigueur, on l'a. C'est une compétence qu'on a aussi sur le domaine sportif. Donc, de la rigueur, de la discipline et de l'engagement. Alexandra et Chloé, vous faites toutes les deux un sport individuel, mais on sait bien que dans le sport individuel, il y a aussi une équipe. Est-ce que cette équipe, je pense notamment à vos parents, Chloé, est-ce que cette équipe, elle vous aide justement pour appréhender tous ces cours à distance via le CNED? Oui, mes parents, ils m'aident beaucoup, surtout ma maman qui est très scolaire. Elle m'aide, par exemple, en trouvant des spécialités et les choix à faire pour le futur. Parce que comme on a Parcoursup et que je suis bientôt en terminale, il faudra savoir. Donc, mes parents, ils m'aident beaucoup, oui, au niveau de scolairement. Et quand j'arrive pas, j'arrive à prendre des profs particuliers que ma mère aide à chercher et c'est parfait. Petite parenthèse, Chloé, tu as souhaité porter haut les couleurs hongkongaises, les couleurs de la nationalité de ta maman. Pourquoi? Alors, j'ai décidé de la porter tout d'abord pour ma grand-mère qui est morte. Je voulais la représenter. Et aussi parce que j'ai envie de montrer au monde que aussi la Chine peut skier et qu'Hong Kong peut faire plein de choses. On sait que tout est millimétré quand on est sportif de haut niveau et qu'il faut optimiser son temps, qu'il faut optimiser chaque minute. Moi, j'ai vu bon nombre de reportages sur toi, chère Alexandra. On va faire des assouplissements, des trucs et répondre en même temps à tes mails. Quel conseil, toi, tu peux donner justement pour organiser son temps et l'optimiser? Alors, forcément, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc, utiliser chaque moment de calme, de répit, par exemple, entre deux séances où on a un petit peu d'avance au dojo. Si on a le temps de se plonger dans les bouquins ou des choses comme ça, en fait, vraiment, quand on n'a pas le choix, on le fait. On le fait, et même si c'est pas facile, même si on voit les autres rigoler, etc., quand on a les objectifs en tête, après, tout s'organise autour de ça. Le plus important, c'est d'avoir des objectifs clairs. Ce n'est pas de se disperser, le risque? Il n'y a pas des fois où on... Non, parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à basculer, à switcher d'une activité à l'autre très facilement, ça se fait en une fraction de seconde. Et je me souviens, quand j'étais en train de bachoter, je bachotais. Quand j'étais à l'entraînement, j'étais à l'entraînement. Et j'arrivais vraiment à scinder les deux activités. Je pense qu'on développe une gymnastique intellectuelle qui est assez impressionnante et qui permet de switcher d'une activité à l'autre. La passion l'emporte un peu sur les inconvénients aussi. C'est les objectifs, en fait, c'est le challenge, parce que quand on est sportif de haut niveau, on est compétiteur, on aime le challenge, c'est ça qui nous fait vivre. Et quand on a des challenges élevés et que on a cet esprit de compétiteur, on a envie d'aller au bout sur tous les fronts. Ouais. Il y a des études, il y a la compétition, comment on gère son énergie? Alors, comment on gère son énergie? On n'hésite pas à communiquer beaucoup à son entourage, à ses coachs, etc., sur la forme du moment pour pouvoir justement adapter un maximum l'entraînement. Et s'il faut pleurer un bon coup parce qu'on est stressé, parce qu'on a l'impression de tout rater, qu'on ne va pas y arriver, et auprès des parents, par exemple, moi, ça a été un soutien incroyable, quoi. Dès que j'étais en partiel, que je m'entraînais 2 fois par jour et que j'étais en partiel, que j'étais au bout, épuisée nerveusement, j'appelais mes parents, je craquais un bon coup.
hop, il me reboostait et derrière, c'était reparti. Donc ça, c'est important de communiquer et de ne pas hésiter à craquer aussi, à pleurer parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain, tout simplement, et que, vu votre rythme à toutes les deux, on peut le comprendre, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Alors que vous êtes à temps plein avocate, c'est ça? Ouais, mais plus de 40 dossiers. Je m'entraîne. Alors maintenant, je m'entraîne que 4 fois par semaine parce que je suis enceinte. Félicitations. Merci. Mais oui. Donc le karaté même enceinte, c'est... Alors je fais pas de karaté, je fais du crossfit. D'accord. Voilà. Mais je m'entraînais 6 fois par semaine avant. C'est quand même assez dense le crossfit aussi. Ah, c'est plus que dense, ouais. Oui, c'est plus que dense. Ma femme essaie de me traîner au crossfit, mais j'arrive encore à éviter parce que j'ai vu les séances et je les entends crier et je me dis que c'est pas possible. Chloé, comment ça se passe la gestion de l'énergie dans votre emploi du temps qui est véritablement dantesque? Vous nous avez dit vous faites plus de 140 jours de ski par an et là-dedans, il faut trouver une petite place pour les cours. Alors, l'année, j'essaie de la trancher en 3 parties. Donc, la première partie qui sera automne, où je vais essayer d'adapter et équilibrer le sport et les études. Et en hiver, vu que c'est une grosse période pour moi, j'essaye de maximiser le sport, mais toujours en gardant un rythme scolaire. Et puis après, il y a l'été et le printemps, où j'essaye de rééquilibrer, d'adapter le sport et les études. Une question pour Alexandra. Comment votre carrière de sportive de haut niveau vous aide aujourd'hui au quotidien dans votre carrière professionnelle? La gestion du stress. Qui est énorme quand on est avocat. Oui, on a quand même une charge mentale qui est assez importante entre la gestion des dossiers, la gestion des deadlines, la gestion des clients en droit social. Voilà. En plus, nous, on a un cabinet, le cabinet Sagan, et on a beaucoup de clients salariés. Donc forcément, on a aussi un vrai domaine social. La gestion du client, c'est une part importante. Et quand on a les clients qui appellent, plus des dossiers à traiter, plus des deadlines qui tombent, il y a une grosse part de stress. Et c'est vrai que moi, d'avoir connu des championnats du monde, des grosses compétitions extrêmement stressantes, aujourd'hui... Pour me stresser, il faut y aller. On dit souvent que les sportifs de haut niveau, et je vous ai vu pendant ces préparations, vous mettre avec votre casque, on se met dans sa bulle, on essaie de reproduire la même chose dans le monde du travail? Exactement, en fait, surtout quand on travaille dans un open space, par exemple, où il y a du bruit, il y a du monde, il y a du mouvement. Faut être capable de se concentrer vraiment sur ce qu'on est en train de faire et de mettre des barrières. C'est un peu comme quand on est dans un combat, on voit que la personne en face de soi. Tout ce qu'il y a autour, c'est flou. C'est un peu pareil avec le boulot, complètement. Comment on fait j'entends pas. Comment on fait pour se mentaliser, pour être prêt le jour J à leur âge, effectivement, pendant ces différentes compétitions? Je pense à ces 5 championnats du monde ou à ces 2 championnats d'Europe. Il y a une préparation physique, tout d'abord, pour être prêt, se sentir prêt physiquement. Il y a une préparation technique, mais il y a une grosse part de préparation mentale. Donc moi, j'ai pu faire, par exemple, du travail de sophrologie pour se concentrer sur sa respiration plutôt que d'avoir des pensées parasites qui viennent et qui peuvent distiller le doute. Surtout quand on est fatigué, j'imagine. Oui, évidemment. Et puis avec le stress, on perd de la lucidité, etc. Donc c'est important, en fait, d'avoir une bonne préparation mentale en amont. Donc après, il y a différentes sortes. Il y a du travail de visualisation qui est hyper intéressant et que moi, j'ai pu pratiquer. Et vraiment, c'est assez incroyable comme le mental... C'est vraiment la part prépondérante de la performance. Chloé, vous êtes en ligne avec ce qui a été dit par Alexandra. Comment vous vous préparez, vous, mentalement, pour vos courses? Je suis totalement en ligne. Souvent, on dit que le mental et le physique, c'est 50%, 50-50, mais je pense que c'est plus 70-30%. 70% du mental, il joue beaucoup, parce qu'on a besoin d'être bien pour être au niveau de nos performances et maximum. Le mental, il joue énormément selon nos performances, car toutes différentes émotions ou tous différents moments où on arrive du mal à rebondir ou au contraire on arrive à rebondir, c'est grâce au mental. Comment on gère son stress? Comment on transforme justement ce stress en énergie positive? On se donne des conseils, on relaxe. Dites-nous tous vos secrets, allez-y, je vous en prie. Moi, particulièrement, je relaxe et j'écoute beaucoup de musique pour essayer de m'apaiser, déstresser dans les moments où ça ne va pas. L'esprit de compétition, Alexandra, il fait partie intégrante de toi. Ah oui, je pense que c'est dans l'ADN du sportif de haut niveau. Il faut être un peu mauvais perdant dès la cour d'école. Le regard du tigre, quoi. Soit on l'a, soit on l'a pas. Ouais. Oui, j'ai vu. 1m53, tu peux faire 2 mètres, mais elle va quand même te mettre par terre. Il n'y a pas de souci. Comment vous voyez la suite maintenant?
Maintenant, performer dans mon métier, me sentir à l'aise, développer ma clientèle personnelle et puis m'épanouir dans mon sport comme je l'ai toujours fait et puis trouver un équilibre, maintenir cet équilibre que j'ai trouvé pendant mes années d'études. Parce que le sport, pour moi, c'est une échappatoire, quoi. C'est vraiment c'est le moment où je me défrustre, où je me vide de toutes tes mauvaises énergies et où je me dépense pour le plaisir. Dans quelle mesure tu penses que tu peux accompagner des jeunes sportifs ou des jeunes sportifs justement comme Chloé, que ce soit sur la préparation physique ou mentale ? Alors, j'ai eu l'occasion de suivre une préparation mentale assez costaud. Donc, c'est vrai que j'ai quelques éléments, en tout cas des petits conseils à donner comme ça, que je n'hésite pas à distiller sur les réseaux sociaux ou dans le cadre des séminaires ou des stages que je prodigue en France et à l'étranger. Et en effet, tant que je serai sollicitée pour donner des stages de karaté, je n'hésiterai pas à le faire parce que je pense que le partage d'expérience, c'est un minimum du retour que se doit de faire un sportif de haut niveau. Paris 2024, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en plus. J'attends les sollicitations. Acte de candidature. Bon, il reste encore un petit peu de temps en 2022, je crois. Donc, j'attends les sollicitations, ça sera avec plaisir. Ça va arriver très vite. Chloé, est-ce qu'il y a une appréhension particulière concernant le bac ou pas du tout ? Si, il y a une petite appréhension. J'ai un peu peur du bac, de comment je vais le faire ou quoi. Après, je me dis que j'ai bien révisé en amont, je sais ce qu'il faut faire, donc ça devrait aller. Et les cours du CNED, du coup, ils suffisent ou tu fais appel à d'autres organismes ou, je ne sais pas, sur Internet, une certaine forme de mentorat pour t'aider, pour travailler en binôme sur tel ou tel sujet que tu n'as peut-être pas compris ? Alors, je prends un prof particulier en ligne qui essaie de m'aider. Par exemple, en français, quand j'ai pas réussi à comprendre des choses, je vais prendre un prof particulier parce que j'en ai besoin, parce que si je comprends pas, c'est pas en regardant des vidéos YouTube que ça va m'aider. Donc, oui, je travaille avec un prof particulier qui m'aide en amont avec eux. L'info en plus. Alors, ma chère Irina, nous avons parlé de la section sportive scolaire sport-études qui attire les jeunes athlètes. On connaît tous la section foot, mais là, vous allez nous parler d'une toute nouvelle section. Vous m'avez fait le teaser, là. Exactement. Une formation pour devenir les nouveaux arbitres de football. Cette section est proposée dans une quinzaine de lycées en France. Les jeunes y apprennent les règles du football, mais aussi à avoir des appuis, des réflexes et également à manier le sifflet. Le lycée de Bréquigny à Rennes propose cette section à 8 passionnés. Le lundi et jeudi, ils ont des entraînements physiques. Le mercredi, ils ont des matchs amicaux sous le regard d'un observateur. Et chaque week-end, ils arbitrent des compétitions officielles. Et c'est très bien parce que je crois qu'on manque de jeunes arbitres en France. Cette section, elle permet aux jeunes de se préparer pour le concours de jeunes arbitres fédéral. C'est la première étape pour ensuite arbitrer au niveau national et accéder au monde professionnel. Le concours est composé d'épreuves orales très redoutées à base de clips de situations de jeu et des épreuves écrites très sélectives. Le niveau monte d'un cran chaque année, mais également le nombre de femmes. Pour l'édition 2021, 4 jeunes femmes se sont hissées parmi les 12 finalistes du concours et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alexandra, est-ce que les dispositifs qui concernent les études sont suffisants ? Irina en parlait au début de sa chronique tout à l'heure, concernant les jeunes sportifs français, parce qu'elle a beaucoup parlé Vous étiez passé par l'INSEP, vous ? Non. Non. J'étais au Pôle France à Châtenay-Malabry. À Châtenay. Et du coup, tout était bien organisé, justement, concernant les cours. Et est-ce qu'il y avait cette sensibilisation, justement, sur l'importance des études, Alexandra ? Je sais que moi, je suis arrivée un peu tardivement. Hein. J'étais déjà à l'université quand j'ai intégré le CREPS. Les jeunes sont quand même... il y a un vrai parcours. Alors, c'est le parcours anciennement sport-études. C'est ça. Ça vient d'être rebaptisé. Ça, ils sont bien. En revanche, je trouve que pour les études supérieures, on manque cruellement de dispositifs. Moi, j'ai eu la chance en Master 2 de rencontrer un directeur de Master exceptionnel qui m'a proposé de faire mon parcours d'1 an en 2 ans. Ouais. Voilà, mais c'était à sa bonne volonté à lui. C'est pas un dispositif qui existe, donc c'est vraiment lui qui m'a permis et qui a forcé auprès de la vie scolaire pour que je puisse faire mon Master 2 sur 2 ans au lieu d'1 année. Mais en droit, par exemple, il n'y a pas de dispositif adapté pour les sportifs de haut niveau. C'est vraiment au bon vouloir des directeurs de master. Je trouve ça dommage. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué ? Le Japon. Pourquoi ? Parce que c'est un pays extraordinaire, extrêmement respectueux, discipliné, très carré. Et c'est dans mon caractère, c'est dans mes valeurs. Donc je me suis retrouvée là-bas et c'est très serein.
C'est agréable à vivre. Sauf pendant la compétition, peut-être, j'imagine, où là, il se lâche un peu, ou ça reste encore calme, justement, pendant la compétition? C'est toujours bienveillant, et non, enfin, après, je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais... Mais je parlais de la ferveur, Mais franchement, on se sent pas écrasé au Japon. C'est vraiment... et au contraire, ils reconnaissent les grands combattants. Donc même si on est face à un Japonais et qu'il y a un beau combat, on va être applaudi, quoi. Ils sont très... Ils sont très fair-play. Fair-play, exactement. Effectivement, j'ai passé 2-3 mois là-bas. C'est assez remarquable. Irina. Oui, justement, Chloé, tu as parlé tout à l'heure, c'est important pour toi et ta maman de continuer tes études après. Est-ce que tu as déjà des petites idées de ce que tu voudrais faire après le bac? Alors oui, j'aimerais bien être en école de commerce. Et tu vois un peu, tu sais déjà comment tu vas pouvoir concilier bien le ski et cette école de commerce? Tu as déjà une petite idée? Alors, je vais essayer, si je reste en France, de passer en tant qu'athlète de haut niveau pour manager avec l'université. Et sinon, je vais essayer de prendre une scholarship dans l'université de Hong Kong si j'arrive à rentrer grâce à mon équipe nationale. Même question que pour Alexandra. Chloé, quel est le voyage ou la compétition qui t'a le plus marqué? Alors, le voyage qui m'a le plus marqué, c'était à Yabouli. C'était lors d'un stage avec mon équipe. C'est à Yabouli, une station de ski qui est en Chine. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que je voulais faire ça, je voulais skier et c'était magnifique. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour cette saison? Pour la saison prochaine, je pense que c'est d'essayer d'aller au championnat du monde de Courchevel en France en 2023. Un bien beau programme. Et toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un beau bébé. Oh, c'est le principal. Il faudra venir nous présenter sur le plateau de School TV. Avec plaisir. Un grand merci à toutes les deux. Chloé Cornuong, qui est sport hongkongaise du ski et qui étudie en ce moment son baccalauréat via le CNED. Un grand bravo à toi et à très bientôt. Et Alexandra Recchia, qui est bien sûr la karatékate la plus titrée en France. 5 titres de championne du monde. Et dans le monde. Et dans le monde, on peut le dire. Même. Et 3 titres européens. En Europe aussi? Ah bah oui. Rien que ça. Voilà. 1m53 de puissance. Mon Dieu, mon Dieu. À très bientôt. Merci Rina. À très vite sur School TV Le Mag.